Donc à présent, nous accueillons nos invités, Monsieur Boukoucha et Monsieur Gouffaut. Donc bienvenue à vous, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre lien, la raison de votre présence ici sur ce plateau? Donc, je suis le docteur Gouffaut, je travaille dans un XAPA, centre de soins et d'accompagnement de prévention en addictologie. C'est un centre qui existe à Laval, à Mayenne et à Château-Gontier. D'accord. Moi, je suis donc le directeur de cabinet du préfet de la Mayenne, en charge de toutes les actions de prévention, et notamment la prévention de la délinquance et parfois aussi la prévention des addictions. On essaie de financer un certain nombre de projets, comme l'étudiant l'évoquait tout à l'heure, de présence dans les festivals, notamment par l'association Couleur Prévention. D'accord, merci. Donc justement, par rapport aux étudiants qui sont passés avant vous, est-ce que vous avez des réflexions, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous avez des remarques? Alors, j'ai entendu parler de conduite à risque. Oui. Alors, on peut peut-être distinguer deux éléments. D'une part, des conduites à risque involontaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop réfléchi, on prend le volant, par exemple, après une soirée, on pense qu'on n'a pas un taux d'alcool trop élevé, donc on n'a pas de problème d'addiction, de dépendance, mais on prend un risque en prenant le volant. Voilà, c'est un type de conduite à risque, mais il y a également des prises de risque qui sont différentes, c'est-à-dire c'est des prises de risque volontaires où l'on recherche le plaisir d'aller vite, le plaisir de la vitesse, le plaisir du risque et le plaisir de tester ses limites. Et ça, c'est autre chose qu'une conduite à risque non réfléchie. Alors pour illustrer ce qui a été dit par l'étudiant et ce que vient de dire le docteur, typiquement sur les festivals ou dans certaines boîtes de nuit, les associations que nous finançons pour leurs projets vont mettre à disposition un éthylotest, le même que ceux des gendarmes, en sortie, pour limiter les conduites à risque involontaire. Donc on ne prendra pas le volant puisqu'on est informé qu'on est au-dessus du taux légal et donc on prend un risque. Et pour ne pas créer ou répondre à un besoin de conduite à risque volontaire, on ne communique pas le taux d'alcool pour éviter l'effet de compétition et celui qui aura consommé le plus d'alcool. Donc on fait souffler, on dit c'est bon, c'est pas bon, mais on ne communique pas le taux. D'accord. Et au niveau de la préfecture, il y a plusieurs actions comme ça que vous menez à l'extérieur, donc dans les boîtes de nuit. Alors, on est partenaire de l'opération SAM dans les boîtes de nuit. On essaie d'assurer une prévention dans les festivals. Typiquement, ce week-end, au Mouillotin, l'association Couleur Prévention était présente pour expliquer à quoi correspond une bière, deux bières ou des alcools plus forts. On distribue des verres doseurs en expliquant quel peut être l'effet sur la santé. Et puis, on est partenaire également des dispositifs d'accueil des personnes qui sont déjà fortement alcoolisés, notamment la Croix-Rouge qui va mettre au repos les gens trop alcoolisés pour éviter soit qu'ils se blessent pendant le festival, soit qu'ils prennent leur voiture. D'accord. Et finalement, est-ce que vous pouvez nous donner une définition d'une addiction? Finalement, qu'est-ce que c'est l'addiction? Alors, l'addiction, on peut partir de la définition de la prise de risque. C'est quelque chose qui est recherché, c'est aller au bout du risque, jouer un petit peu avec la mort finalement. C'est un petit peu le tout ou rien. C'est tester ses limites, tester jusqu'où on peut aller et ressentir dans son corps aussi des choses agréables, qui sont inhabituelles et qu'on ne trouve pas dans la vie ordinaire. D'accord. Quel facteur, pardon? Et c'est ce qui est très difficile pour nous, puisque c'est quelque chose de recherché, une prise de risque recherchée. Et comment aller expliquer à quelqu'un que ce qu'il recherche n'est pas bon pour lui, il n'est pas forcément réceptif à nos messages de prévention. Donc c'est compliqué pour nous d'intervenir sur cette cible. Et là, il nous faut des professionnels de la lutte contre les addictions. C'est donc le travail des centres d'addiction, de réfléchir avec les gens, qu'ils puissent exprimer, dire ce qu'ils ressentent et comment ils peuvent comprendre leur recherche de sensations extrêmes. D'accord. Est-ce que du coup il y a des facteurs qui peuvent développer ces addictions? Alors, il y a toute une série de situations. Oui. Grosso modo, il y a des facteurs personnels liés
à l'éducation liée à l'histoire personnelle de l'individu, une insécurité, enfin, il y a différents facteurs liés à son histoire. Ça, c'est un élément. Le deuxième facteur, c'est quand même la société dans laquelle on vit qui propose beaucoup d'objets d'addiction, ne serait-ce que, on parlait des téléphones, des portables, c'est largement distribué. On est dans une société qui offre à acheter beaucoup de choses, donc qui sature un petit peu le désir. Et souvent, les personnes addictes n'ont plus de désir et ils recherchent dans ce qu'ils appellent la défonce quelque chose qu'ils n'arrivent plus à trouver dans la vie quotidienne, qui leur paraît en effet ennuyeuse. Et docteur, si je peux me permettre, j'aimerais comprendre, moi, comment on arrive à avoir des jeunes au volant qui font de grands excès de vitesse, 80-90 km/h au-dessus des limitations. Comment cet effet de pulsion peut les amener, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à perdre le permis, ils l'ont juste. Et on va trouver souvent des jeunes, des moins de 25 ans, sur ces grands excès de vitesse. Alors, les jeunes qui vont très vite sur la route ne pensent pas à tout ça. Ils ne pensent pas à leur permis de conduire. Ils sont pris dans leur désir, leur pulsion d'avoir une grande jouissance, finalement, en allant au-delà des limites, au-delà de la loi, au-delà de ce qui est permis. Et ça donne des sensations qui disent particulièrement fortes. Et des sensations qu'ils vont essayer de retrouver d'une façon régulière. Et quand on parle d'addiction, il faut également parler de répétition. L'addiction, c'est toujours des répétitions. Lorsque les gens ont connu des sensations très fortes, ils essayent de les retrouver. C'est pour ça que l'addiction ne peut pas être prise en charge en faisant appel à la raison, puisque l'addiction, par définition, n'est pas quelque chose de raisonnable. C'est totalement pulsionnel. D'accord. Donc en fait, c'est pas forcément le lien au produit, la dépendance au produit qui provoque ces comportements. Alors le produit peut favoriser des sensations agréables, mais c'est pas le produit seul qui est responsable de l'addiction, c'est le moyen de l'addiction. Le produit est le moyen de l'addiction et non pas l'origine de l'addiction, la cause de l'addiction. D'accord. C'est le moyen. Est-ce qu'il y a une tranche, vous parliez des jeunes, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plutôt concernée pour ce type de conduite à risque? Est-ce que vraiment les jeunes sont beaucoup plus concernés, sont beaucoup plus addicts, je dirais, à ce genre de risque, ou c'est assez large? Comment est-ce que... Alors, l'addiction commence souvent à l'adolescence, qui est une période... C'est un passage, l'adolescence, entre la période de l'enfance et l'âge adulte. C'est une période où on découvre également, c'est une période de pulsion, pulsion sexuelle, pulsion de la découverte de l'autre, et avec les aléas de la rencontre avec l'autre, qui peuvent, des rencontres qui peuvent être difficiles, compliquées, et qui peuvent entraîner des insatisfactions. Donc période complexe où l'adolescent peut trouver dans un produit, dans un comportement, quelque chose qui va apporter une solution temporaire à son mal-être lié à cette période. Donc finalement, l'addiction, ce n'est pas forcément une question de produit, mais c'est plutôt un comportement, finalement. L'addiction, alors le comportement, c'est ce que l'on voit, c'est ce que les autres voient. Les autres voient un trouble du comportement. Mais ce qui entraîne ce trouble du comportement, c'est ce besoin, à un moment donné, chez quelqu'un, de ressentir quelque chose qui va le soulager, qui va lui permettre d'être confronté à une certaine réalité qui devient insupportable, ou qui est parfois insupportable. D'accord.
La prévention que nous exerçons, elle est plutôt dédiée à la prise de risque involontaire. Donc on souhaite informer des conséquences possibles, mais on s'adresse en partie à des gens un peu raisonnables. On n'est pas sur le champ des gens qui vont chercher à répondre à un besoin. Et si on fait ce travail d'information, c'est aussi pour que les générations, quand les jeunes deviendront parents, ils aient conscience des risques et qu'ils transmettent le message à leurs enfants. C'est typiquement ce qu'on essaie de faire sur la sécurité routière en faisant prendre l'habitude de mettre sa ceinture dès qu'on monte dans la voiture ou plus récemment d'obliger à porter le casque. Donc on oblige les parents à mettre un casque à leur enfant pour que les enfants apprennent à mettre le casque dès qu'ils prennent le vélo. D'accord. Donc maintenant, avant de poursuivre et de regarder une nouvelle vidéo, est-ce que vous aurez un message à faire passer à nos auditeurs, à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Est-ce que vous aurez un message, que ce soit vous personnellement ou au nom de la préfecture peut-être L'écoute de l'autre, hein, l'écoute des adolescents et écouter la parole de l'autre. Voilà, je crois que c'est le principal message. Alors moi, je vais poursuivre ce que vous venez de dire, docteur, c'est d'écouter les messages de prévention. Quand on est jeune, on n'a pas forcément envie d'aller vers le stand de prévention. On trouve ça un peu tocard, un peu ringard, mais peut-être prendre quelques minutes pour écouter ce qu'a à dire le bénévole de l'association qui a accepté de ne pas dormir cette nuit-là pour faire souffler les gens en sortie de festival ou en sortie de boîte. Très bien. Merci en tout cas pour cet échange. Donc maintenant, avant de poursuivre, nos étudiants vont nous rejoindre pour un petit jeu. Donc on va visionner encore une fois 2 vidéos de nos MMI 1, de nos premières années.